sais pas si je peux observer un dérèglement climatique. Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui. Il y a forcément des différences à quand j'étais petit ou jeune par rapport à l'extérieur, même si j'observais peut-être pas de la même façon, alors que enfin, ça a toujours été une passion. Mais oui, il fait peut-être plus chaud l'été, il fait peut-être moins pluvieux à l'automne. Je remets pas du tout en cause le dérèglement climatique, loin de là, hein. Mais je pense que c'est sur des périodes beaucoup plus longues qu'on en sent l'impact. La chaleur peut-être est différente, même si j'ai souvenir que petit, il faisait aussi très chaud. Je sais pas, moi personnellement, en plus on travaille principalement avec des cultures vivaces, des cultures annuelles. Donc en fait chaque année on les remet en place et tout ça, donc tu vois moins l'impact, on va dire, sur des cultures, comme ça annuelles. Je suis pas assez spécialisé, par exemple, sur l'arboriculture encore, ou oui, l'arboriculture ou la sylviculture pour en voir un impact, mais ça, en ayant de la famille qui travaille dans le bois, en ayant, pas mal de contacts, tu entends que les forêts souffrent énormément de la sécheresse, ont beaucoup de mal à se renouveler, ont beaucoup de mal à passer les épisodes de canicule. Donc ça, c'est quelque chose on pourrait observer autour des jardins, en tout cas. Après, je pense qu'instinctivement, quand tu travailles la terre dehors, tu pallies ces problèmes, enfin, tu t'adaptes. Tout ce qui tourne autour de l'eau, évidemment. Euh, bon, les sécheresses, sachant que là, heureusement que ça s'est remis à pleuvoir un peu plus récemment dans la saison. Mais enfin, pour le coup, quand on est un peu du métier, on observe les choses et clairement, on a failli, je pense, voir l'année ne pas passer, quoi, parce que ben, sécheresse cumulée depuis l'hiver. En fait, tu le vois aux arbres notamment, parce que eux, c'est un des meilleurs indicateurs quand même, puisqu'ils ont des systèmes racinaires qui sont bien établis, profonds, etc. Et quand eux commencent à dire attention, je vais crever alors qu'on est qu'au mois d'avril et que les canicules n'ont pas commencé, bon, voilà, là, on peut, je pense, un peu s'inquiéter. Et ça, c'est des choses que moi, je commence à observer de plus en plus, parce que j'y fais attention, tout simplement, parce que j'y suis sensible. Voilà, après, parce que tu fais gaffe quand tu travailles là-dedans. Mais il y a eu un autre paramètre, moi, qui m'a frappé, et je crois que c'était l'année dernière. Alors, je ne sais plus exactement à quelle date, mais il me semble que c'était peut-être vers août-septembre, où justement, en partant à la montagne, tu vois, en week-end, je sais plus, je me suis dit, punaise, les forêts, elles sont genre jaunes, couleur automne, quoi, tu vois. Ah, mais c'est juste pas possible en fait. On est encore en été, tout ça. Bon, tu peux estimer que c'est là où la végétation est la plus luxuriante, verte, etc. En fait, elles avaient vraiment des couleurs d'automne et c'est dû à la sécheresse. Donc, c'est dû à des essences, des espèces qui sont en train de tout doucement ne plus être adaptées finalement à nos climats, quoi. Donc, enfin, à un climat qui change. Donc ouais, bon, température que tu vis au quotidien, surtout quand tu travailles dehors et que tu as pas la clim justement pour lisser un petit peu ce genre de paramètres. Les pluies, et qu'est-ce que je peux observer d'autre à mon échelle? Si, et après c'est l'intensité des épisodes climatiques quand ils arrivent, quoi. Donc très chaud, très froid, ou très pluvieux, ou très orageux, et un autre truc qu'on a remarqué cette année, c'est la durée du vent en intensité et en durée, en échelle sur le temps, quoi. Et, euh, et c'est drôle parce que pour faire le lien donc avec la voile et les sports nautiques, ben, on observe aussi que là-bas, enfin à la mer, du coup, c'est en train de changer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des phases où normalement, à telle saison, c'était réputé pour avoir beaucoup de vent, donc tous les kitesurfers, machin, ils se retrouvaient, machin. Et c'est en train de disparaître complètement. Donc on arrive dans des saisons où il n'y a plus de vent. En revanche, le vent se décale, tu vois, à des périodes estivales, par exemple, alors qu'avant, il n'existait pas à cette période de l'année, quoi, tu vois, où il était plus rare. Ce qui est sûr, c'est que l'une des questions qu'on se pose, c'est vraiment lié
lié à l'accès à l'eau. Parce que, bah, produire sans eau, c'est compliqué, et donc on se retrouve face à comment dire? Des dilemmes, dans ce qu'on fait parce qu'on à la fois on essaie de produire le plus localement possible, sans intrants chimiques, voilà, et en même temps, on se retrouve face à une problématique qui est l'accès à l'eau parce que parfois on est obligé d'utiliser de l'eau de ville, pour arroser des potagers, ce qui est, bon, quand même, assez absurde. Et donc, alors même si les quantités sont pas énormes, même si, le coût de cette consommation en eau, il est absolument pas, important, heu, rapporté à une année de production, mais, le principe est quand même assez contestable, et donc, et donc par rapport au lien, au climat, c'est sûr qu'effectivement, dès le mois d'avril, bah, on est contraint effectivement d'avoir une gestion de l'arrosage qui est, alors la plus économe possible, parce qu'on n'arrose pas, systématiquement et bêtement, sans tenir compte du temps qu'il fait, mais il reste que voilà, c'est une vraie contrainte qu'on a, cette gestion de l'irrigation. Alors après voilà, on essaie d'utiliser toutes les techniques qu'on connaît pour essayer effectivement de maintenir l'humidité dans le sol, à la fois dans le travail de fond qu'on fait au niveau des sols, au niveau des amendements, au niveau du paillage, voilà, tout ce qu'on connaît, mais voilà, c'est quelque chose qu'on ressent parce qu'encore une fois, on est dans un métier où il y a une influence du climat qui est très importante par rapport à plein d'autres activités. Je préfère pas me poser ce genre de questions en vrai, parce que là, pour le coup, ça a tendance à m'affecter, moralement, mais je sais pas. Bah, écoute, si on veut être, positif, je me dis qu'au pire, on aura, des dates, à Toulouse et et des cultures un peu plus, nord-africaines, quoi. Bon, voilà, et beh, écoute, après si c'est ça, au pire, c'est un moindre mal, quoi, mais enfin, on s'adaptera. Je pense que l'être humain s'adaptera. De toute façon, il aura pas le choix, mais effectivement, on vivra différemment, quoi, plus chaudement, alors ça aura ses avantages et ses inconvénients, quoi. Donc peut-être qu'on paiera moins de chauffage, ça c'est cool, parce qu'au final, je trouve que c'est une hérésie, à la fois économique et écologique, quoi. Bon bref, hem et puis, enfin ça c'est un des points positifs, mais je sais pas, un des points négatifs, ça c'est notamment, les gens qui pensent que la climatisation, ça va régler leurs problèmes, quoi, tu vois? Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Bon, la France dans 50 ans, comment je la vois? Honnêtement, je sais pas. Si je pars dans l'utopie et dans ce que je voudrais voir, bah, j'aimerais bien la voir, en tout cas dans les villes, sans voiture, avec une gestion intelligente, du réchauffement, notamment par le végétal, avec, l'alimentation de proximité comme ce qu'on est en train d'essayer de construire. Voilà, ça c'est, le rêve. Après, la réalité, si vraiment je me projette, en essayant d'être un peu, d'anticiper les choses, d'être un peu visionnaire. Bon, je suis pas convaincu que ça se passe vraiment comme ça, quoi. Tout dépend des décisions, politiques évidemment et puis, bah, des décisions de chacun parce que chacun est totalement en mesure d'agir. La majorité du temps, je me dis que ce sera la même chose en pire. Bon, c'est pas très optimiste comme vision des choses, mais je sais pas. Après je suis, comment dire? Je suis optimiste quand je parle avec, des gens qui ont, entre 15 et 20 ans aujourd'hui. Voilà. Là, pour le coup, ça me rend un peu optimiste parce que je me dis, il y en a un certain nombre, enfin, que je vois là, qui sont, comment dire? Extrêmement sensibilisés, qui sont à la fois extrêmement sensibilisés à ces questions-là et qui en même temps, et c'est peut-être presque plus important, sont, comment dire? Alors c'est loin d'être la majorité, mais enfin en tout cas, il y en a un certain nombre qui sont pas du tout dans les mêmes modes de consommation qu'on connaît aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à me projeter dans le futur et moi j'espère secrètement qu'il y ait un effondrement global, alors, de la société comme,
Comme la collapsologie en parle, par exemple. Parce que je pense que ça ne peut aller que vers un monde meilleur, mais après, ouais, je pense être quand même bien influencé par l'idée que tout est cyclique et que on reviendra à des bonnes valeurs, puis ce sera à nouveau détruit et ainsi de suite, et qu'on n'est pas du tout encore prêt pour évoluer vers un monde meilleur. Sachant qu'il y a toujours des bonnes initiatives, il y a toujours des gens qui ont de bonnes idées, il y a toujours des gens qui essaient de créer un monde meilleur, mais même si ces initiatives, ces étincelles sont de plus en plus nombreuses, avant que tout s'embrase pour casser ce qui existe aujourd'hui et faire un truc meilleur, j'ai un peu de mal à y croire quand même. Mais bon. Et puis en plus, encore une fois, je vous dis, je suis pas militant et c'est pas la révolution qui va apporter du meilleur. Mais bon. C'est le développement de la vie. La, ouais, la magie de la vie. Comment une graine. Mais ça, j'ai toujours fait des études de biologie, donc, et puis je pense que j'étais pas prédestiné, parce que je crois pas à la prédestination, mais ouais, je pense que quand tu arrives à saisir ça, c'est une forme de foi, hein, de croyance, hein, mais de cette vie qui se développe, quel que soit l'endroit, voir une graine germer sur un bout de béton, ou une graine, de l'herbe pousser sur un arbre, ou des choses comme ça, ou les merles qui nichent dans la haie derrière vous, enfin voilà, tout ça c'est la magie de la vie. Voilà. C'est ça qui m'anime. Je pense que c'est être ouais, de répondre à mes convictions et de les défendre, ouais, de les vivre et de les défendre. Je réfléchis en même temps, hein, parce que la question est un peu profonde, mais ouais, je pense que ça se tient à ça. Ça se tient à ça, parce que c'est le résumé ouais, qu'on peut faire de tout ce qu'on a dit depuis le début, quoi. Et ça rejoint tout. Alors, je vais pas refaire l'interview depuis le début, mais ça rejoint, tu vois, justement l'aspect professionnel, le fait de se rendre utile, le fait de défendre de l'écologie, du développement durable, de défendre du social. Enfin, voilà, tout ça, c'est des convictions. Et pour moi, ce qu'on fait au sein de la Milpa, ça y répond dans l'entière majorité, quoi, en tout cas. Voilà. Le fait d'essayer de créer des choses, alors soit qui n'existent pas, c'est sans doute un peu présomptueux de dire ça, mais enfin en tout cas qui sont pas communes quoi. Voilà, et donc du coup d'imaginer des choses, voilà, ce côté un peu créatif là dans nos activités, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais donc créatif à la fois sur le fond de nos activités, et c'est même, je veux dire, produire des légumes, produire des plants, il y a un côté créatif dedans aussi. Mais aussi créatif dans l'organisation de notre entreprise, voilà, selon un certain nombre de principes. Mais voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, et puis évidemment, le fond de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on parlait d'utilité tout à l'heure, bah, on revient sur cette question-là aussi, de dire, bah, le fait de produire quelque chose, heu, c'est c'est certainement quelque chose qui est enfin, quand on fait un métier, heu, l'acte de produire, quelque chose, quoi que ce soit, c'est assez fondamental dans ce critère d'utilité et puis dans comment dire? L'auto-reconnaissance qu'on peut avoir. Voilà. Je me sens pas voilà, il y a pas je suis pas forcément dans une démarche de donneur de conseils comme ça, tu vois? Non, et puis j'ai pas les caméras en plus, donc Je pense que le premier point pour moi, en tout cas, ce qui m'importe le plus, c'est vraiment comment dire? D'avoir le courage d'y aller, en fait, tout simplement, ou du moins de se sortir de la peur d'y aller, parce que souvent c'est ça qui arrête un peu, et de se mettre au service des autres, tout simplement, et peut-être, je sais pas, c'est difficile là ce que vous me demandez.
Hem, ouais, c'est en simple mots, ouais, d'avoir le courage de travailler, de se dire, qu'en fait, c'est possible, voilà. Tout simplement de se dire que c'est possible, qu'on peut défendre ces choses-là et que c'est pas juste, d'autres qui doivent y aller ou que je ferai ça demain ou que en fait, moi je peux pas parce que, j'ai piscine. Enfin voilà, c'est juste, go quoi. Il faut à un moment donné, il faut se décider, se dire: «Bon qu'est-ce que je peux faire pour y arriver?» Pour, faire, justement pour répondre à mes convictions, peu importe, ce qu'elles sont, mais, voilà. S'investir, s'engager et puis foncer quoi, c'est tout. Je sais pas. Oui, il faut se lancer. Il faut pas hésiter. Si vous avez, je dis pas que parce qu'on veut, on peut, mais si vous avez envie, il faut pas avoir de regret de ne pas le faire, en fait. Il faut essayer. Dans tous les cas, il faut essayer et faire, se poser la question de savoir vraiment ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est très important. Parce que c'est ce qui permet de se lever tous les jours, et de travailler tous les jours, en aimant ce qu'on fait. À partir du moment où vous aimez ce que vous faites, là, c'est cadeau.